Se rendre dans des zones reculées, ça demande un peu de préparation. Nourriture, eau, mais surtout, si comme nous, vous voyagez avec un véhicule, du carburant. Le problème avec la gestion du carburant, c'est qu'en fonction de la route, de l'altitude ou des conditions météorologiques, un véhicule comme le nôtre, qui devrait normalement faire 650 km sans problème, peut voir son autonomie divisée par 2 dans certains cas. Dans cette vidéo, on va vous montrer ce qui augmente le plus notre consommation de carburant et qui va nous poser problème alors qu'on essaye de rejoindre l'un des parcs les plus isolés d'Argentine. Bon, aujourd'hui on va prendre la direction du parc Perito Moreno. Le problème de ce parc, et c'est d'ailleurs pour ça je pense que peu de personnes y vont, c'est qu'en fait il y a beaucoup de distance à faire sans rencontrer de station essence. Pour rappel, on est en train de remonter la route 40 en Argentine et la dernière station-service qu'on va croiser se trouve à Gobernador. Ensuite, il y aura un peu plus de 200 km à parcourir pour atteindre l'entrée du parc et une fois dans le parc, il n'y aura plus rien. Pas de village, pas de station-service, rien du tout. D'après ce qu'on a vu sur la carte, la prochaine station où on pourra faire le plein est dans la ville de Perito Moreno, à plus de 300 km de l'entrée du parc. Donc on va devoir prendre des bidons d'essence en plus. Et aussi, dans les commentaires à Overlander, pendant ce voyage, on a souvent lu des gens qui disaient « Attention, quand vous êtes en altitude ou quand vous faites beaucoup de pistes, la consommation d'essence, elle peut doubler parfois, enfin elle augmente vraiment. » Nous, honnêtement, l'altitude ou les pistes, quand on a fait par exemple la Laguna Route en Bolivie, j'ai pas eu l'impression de consommer beaucoup plus que quand on est sur une route normale. Par contre, ici en Patagonie, il y a un truc qui fait vraiment augmenter la consommation, c'est le vent. Et ça, je l'ai vraiment remarqué quand on se prend, là en ce moment il y a beaucoup de vent. Dès qu'on se prend le vent en pleine face ou un petit peu sur les côtés, j'ai l'impression qu'on perd facilement 100 voire peut-être 150 km d'autonomie. C'est assez choquant quand il y a vraiment des grosses rafales de vent, comme ça nous fait augmenter la consommation. Donc là, comme on va dans un parc qui est réputé pour avoir beaucoup de vent, on va remplir un peu tout. Là, on a notre petit jerrycan, mais on a aussi ces petites bouteilles. Là, on va se remplir des bidons de diesel. On va se remplir des bidons de diesel pour être sûr de ne pas tomber en rate d'essence. Donc c'est parti. On a donc repris la route en direction de Gobernador et comme souvent en Argentine, la route s'est transformée en piste et une fois arrivé, on a fait le plein de nourriture, on a racheté du scotch pour améliorer la réparation de notre lanterneau, on a refait le plein d'eau et enfin le plein de diesel. On va faire notre petite cargaison avec ces garaphones. Je pense qu'on va essayer de lui demander de remplir les 3 et comme ça on devrait être large niveau essence. Voilà notre bidon vert. C'est marrant la couleur qu'il a. Ensuite, direction le parc national Perito Moreno. À ne pas confondre avec le glacier Perito Moreno qui se trouve 500 km plus au sud ou avec la ville de Perito Moreno située 300 km plus au nord. Et comme prévu, nous sommes seuls sur la piste. Enfin, pas tout à fait. On a croisé 2 autruches au bord de la route et quelques guanacos, mais aucun autre véhicule. Et après un peu plus d'1 heure de piste, on est arrivé à la cabane du guarda-parc qui nous a fait remplir un formulaire avant d'entrer dans le parc. Cerro León es acá. No está para este lado. No sé. Está por acá. No. Y en caso de accidente, si llega a pasarles algo acá en Argentina, ¿a quién le avisamos? On a ensuite dû désinfecter nos chaussures et nos bâtons de randonnée et bonne nouvelle, on a le droit de dormir à l'intérieur du parc avec notre véhicule. Bon, on est arrivé au parc Perito Moreno. Alors, il faut savoir que ce parc, qui est magnifique, c'est un parc qui est très peu fréquenté. Il y a quasiment personne, il y a peu de voyageurs qui y vont. Nous, c'est simple, là, ça fait 2 jours qu'on est garé sur le parking d'une des petites randonnées principales de ce parc. Et je crois qu'en 2 jours, on a vu 2 ou 3 véhicules. Aujourd'hui, par exemple, la petite randonnée qu'on va faire, il y a un couple qui l'a fait ce matin et nous qui la faisons là à 17h30, mais sinon il n'y avait personne d'autre de la journée. Donc il y a vraiment très peu de personnes qui viennent dans ce parc. Alors les 2 raisons, je pense que c'est parce que c'est très beau, mais comparé au Fitzroy ou même au Torres, c'est sûr que c'est un petit peu moins impressionnant et du coup les touristes ils ont moins envie de passer par là.
Et après, c'est vrai que c'est un parc qui est quand même un petit peu loin de tout, on va dire pour un touriste lambda. Petite précision, si vous tapez Parc National Perito Moreno sur Google Maps, il vous mènera au bon endroit, mais attention, la photo qu'on voit sur Google Maps est trompeuse. C'est une photo du glacier Perito Moreno, situé 500 km plus au sud, et j'en suis sûr que certains voyageurs sont déjà venus ici en pensant voir un glacier et ont dû être un peu déçus. Si vous voyagez en van comme nous et que vous avez prévu de remonter la route 40, je pense que ça peut être un bon arrêt parce que c'est juste un petit détour de 3 heures à peu près. Donc c'est pas énorme sur un voyage d'une année ou plus. Et dites-vous du coup que si vous allez dans ce parc, bon, déjà vous verrez ce lac fou avec sa couleur bleue. Alors on n'a pas le droit de faire voler le drone, mais je vais vous mettre une vue satellite de ce lac. Il est impressionnant. Donc vous aurez quand même des paysages qui sont super beaux et surtout vous serez seul. Et ça franchement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé seul dans un parc comme ça, aussi beau. Sachant que si vous êtes en véhicule comme nous, vous avez le droit de dormir dans le parc, c'est gratuit, vous pouvez rester autant que vous voulez. Enfin ils sont vraiment super top pour ça. Donc là nous on va faire une des petites randonnées là qui fait le tour de cette île et où on va longer ce lac à la couleur bleue. Et on va aller essayer de retrouver, parce que ce parc national il a une particularité, mais on va vous le montrer juste après, c'est que normalement il y a des cabines qu'on peut louer gratuitement pour dormir dedans si on veut faire des randonnées qui durent plusieurs jours. On est donc parti à la recherche de cette fameuse cabane située au bord du lac, et vous allez voir que finalement on n'est pas si seul que ça. Et le truc assez fou dans ce parc, c'est qu'on peut louer ces petites cabanes. Là ils ont une vue de ouf sur le lac et tout ça. Et c'est gratuit, il faut juste la réserver quand on arrive dans le... Et oula, ça sent. Et d'ailleurs, il y a des gens, parce qu'il y a des sacs, on va rien toucher, hein, et vous pouvez louer gratuitement ces cabanes et après dormir dedans. Alors là, cette cabane, elle est à 1 km du parking où on dort, donc je pense que c'est pas là où il faut dormir. Mais il y en a plein d'autres des cabanes comme ça. Et parce que le truc de ce parc, normalement, c'est de faire des randonnées sur plusieurs jours. Dès qu'on est arrivé, la Guarda Park, elle nous a dit, alors vous voulez faire des randonnées sur combien? Sur 4, 5, 6 jours? Parce que y a plein de petits refuges comme ça qu'on peut avoir gratuitement. Il faut juste le réserver quand on arrive dans le parc. Alors nous, on va pas faire de grosses randonnées. Déjà parce qu'on en a fait pas mal ces derniers jours. Et surtout parce que je sais pas si on l'avait dit en vidéo, mais la fin de ce voyage en Amérique du Sud, elle commence à arriver. On est en train de regarder pour le shipping du véhicule et autres. Et donc on s'est donné une petite règle avec Ambrine, c'est qu'on n'a plus le droit de passer une semaine dans un endroit. Maintenant on essaye d'accélérer un petit peu parce que en fait on voit la fin du voyage qui approche, mais on a encore plein de choses à voir là sur le long de la route 40 en retournant sur le Chili et autres. Donc c'est pour ça que ce parc, on va en profiter sur 2-3 jours à faire comme ça les petites randonnées qu'il y a à faire sur la journée. Et ensuite on va partir et on va pas plus l'explorer que ça. Donc si vous aimez la randonnée, ce parc est parfait pour vous. Mais il y a aussi une autre chose qui pourrait vous donner envie de venir ici. Bon, et techniquement, dans ce parc, on a une petite chance de voir des pumas. Au début de la randonnée, il y avait des panneaux avec marqué « Attention pumas ». Et on a regardé un peu sur les commentaires à Overlander. Il y a des gens qui ont réussi à voir des pumas. Alors, c'était pas ici exactement. C'était plus au niveau des randonnées qui se font sur plusieurs jours. Mais je me dis qu'il y a tellement peu de passages dans ce parc que là, je suis au niveau du parking. Il y a le van qui est juste derrière moi. Que potentiellement, un peu là dans les montagnes ou peut-être qu'il irait boire un petit peu de l'eau du lac, on pourrait voir un puma, même si bon, ça c'est un peu comme les orques, faut quand même avoir de la chance et être au bon endroit au bon moment. Et ça j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours beaucoup de chance nous là-dessus, mais bon. Moi je vais continuer à essayer de voir si je vois pas un puma bouger au loin, mais je vous avoue que déjà comme je gueule là il a dû se barrer, et puis j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup là. On s'apprête à quitter notre spot. Alors au final, on va partir du parc parce que là, alors vous le voyez peut-être pas, mais il y a une petite tempête de vent qui est en train d'arriver. Elle va surtout taper demain. Et en fait, on a trouvé un endroit où normalement on peut dormir et c'est un peu abrité par une dune. Faut qu'on remonte la piste. Là, c'est à peu près 1 heure de route. Mais avant ça, on va vider. Putain, il ne les a pas remplis à max en plus, le con. On va vider là nos 2 bidons de diesel dans le réservoir parce que ça prend de la place pour rien et c'est chiant. Pour vous dire à quel point quand il y a du vent, on consomme plus, c'est que là on est à la moitié du plein. Normalement, moitié du plein pour nous, ça veut dire au moins, au minimum 300 km d'autonomie. Et là j'ai regardé, on a fait, depuis la station-service, on a fait 212 km.
Donc il y a 80 km qui sont partis dans le vent en quelque sorte. Donc là on va se vider ces deux trucs, mais c'est surtout pour gagner de la place. Et après en fait, après ici, normalement la prochaine vraie ville, là, Perito Moreno, je crois que c'est à quasiment 400 bornes d'ici. Et dans les prochains jours, il va y avoir beaucoup de vent. Donc j'espère qu'on va tenir. Il y a peut-être une station-service, mais elle n'est pas tout le temps ouverte, donc bon, on verra. Alors là déjà, quand on va partir de cette piste, on aura le vent dans le dos, donc à la limite, peut-être qu'on va, on va peut-être consommer beaucoup moins. Mais ouais, le vent, on s'en rend pas compte, mais ça fait surconsommer de fou. Ah bah tiens, il y a quelqu'un derrière. Première voiture de la journée, il est 18 h, c'est la première voiture de la journée. Qui doit nous voir en train de faire... doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent ceux-là, ces glands là? Donc on vide les deux bouteilles, on prend la route et on va s'abriter dans un endroit où il y aura sûrement un peu moins de vent, enfin on espère. Après ça, on a repris la route pour essayer de se mettre à l'abri avant l'arrivée de la tempête. Et encore une fois, personne sur la route. Enfin, presque personne, car à notre arrivée, on a été accueillis par des milliers de sauterelles en pleine reproduction qui se sont mis à l'abri sous notre van. Bon, on est arrivé à notre spot là, un petit peu protégé par la dune. Alors la nuit dernière, horrible, il n'était pas censé y avoir du vent et le vent il s'est levé à 22 h. Et c'est simple, on a passé toute la journée, toute la nuit. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui constamment était sur le van et faisait genre... Il faisait que bouger, on s'est pris des grosses rafales. Donc nuit un peu compliquée et là, normalement on avait prévu de reprendre la route là en fin de journée pour aller aux Cuevas. Mais en fait on est en train de battre, c'était pas prévu, hein, il était pas censé avoir autant de vent. Mais là on a des rafales à 110 km/h. Alors je pense que avec notre dune là et les montagnes qui est autour, on est quand même un peu protégés nous. Mais là ouais ils disent rafale 110 km/h, en ce moment c'est 100. 15 h 110, 16 h 110, 17 h 110 km/h, c'est vraiment, on n'a jamais eu ça encore et c'est vrai que ça bouge pas mal. Et c'est comme ça jusqu'à... Ah mais attends, mais c'est comme ça jusqu'à 22 h maintenant en fait. Donc d'après l'application, c'est comme ça jusqu'à ce soir, donc on va repasser peut-être une nuit de l'enfer. Et flippant cet endroit. Quand on est arrivé, il y avait une armée, elles sont toujours là, elles sont même pas emportées par le vent, c'est assez fou. Mais il y a une armée de sauterelles, là, il y a plein de sauterelles qui sont en train de se reproduire. Et quand on est arrivé, elles se rapprochaient tous du van, là comme si elles voulaient s'abriter et nous sauter dessus. Là, dès que tu marches, elles sont de partout, elles sont énormes, hein, c'est des méga sauterelles. Regardez-moi ces monstres là. Ah, elles sont mon pied. Je rigole. Enfin bref, nous voilà, on a passé une mauvaise nuit. Là on passe une journée où on est constamment un peu bougé. Donc ouais, le vent c'est pas marrant en Patagonie. Honnêtement, je pense un des trucs qui nous donne envie de quitter la Patagonie là, c'est vraiment le vent. Et encore, je pense qu'on s'est vraiment mis dans un endroit où on est un peu protégé et que là nous on ressent pas vraiment les 110 km/h de vent. Je pense qu'on ressent pas. Donc bref, on verra si ce soir on peut reprendre la route ou pas. A few moments later. Bon, on est en fin de journée mais on n'a pas pris la route. Là il est bientôt 20 h mais il y a toujours de vent. Le vent commence à se calmer. Là on sent que ça bouge un peu moins dans la cellule. Alors truc cool par contre, c'est que regardez ça. Avec ma super install de panneaux solaires, et les panneaux accrochés comme ça, malgré les méga rafales de vent qu'on s'est pris, ça a tenu. Donc ça, bonne nouvelle, mais donc là on va pas reprendre la route maintenant, même si c'est en train de se calmer. Comme on est dans un endroit protégé, là on a cette petite colline quand même qui nous protège, et même on est un peu dans on a des petites collines autour de nous qui nous protègent, donc je pense que si on n'est pas entouré de tout ça, le vent on se le prendra un peu plus. Donc on va attendre. On a vu normalement à partir de minuit, les rafales à 100 km/h, elles devraient s'arrêter. Et demain matin, ça devrait être un peu mieux. Donc on va passer une deuxième nuit ici. On va faire les trucs bien, sachant que le vent sur la route qu'on aurait pris, il serait arrivé complètement de côté. Donc je pense que ça aurait été vraiment très dangereux d'y aller. Donc bonne chose d'avoir attendu. C'était juste un peu chiant aujourd'hui parce que ça n'a pas arrêté de bouger dans la cellule, mais c'est pas grave. Du coup on va se faire une deuxième nuit ici et demain matin on reprendra la route tôt direction les Cuevas. Et en espérant vraiment que cette nuit il y ait un peu moins de vent, parce que je peux vous dire que dormir dans une cellule quand il y a du vent, c'est vraiment... ça fait du bruit, ça bouge non-stop, on a l'impression d'être sur un bateau dans la tempête, donc c'est vraiment pas agréable. Allez.
Bon, bonne nouvelle, le vent s'est arrêté, donc on va pouvoir reprendre la route. Par contre, bon, vous l'avez déjà montré. Ah ouais, c'est vraiment... Putain, il y a des endroits, c'est vraiment pareil. On a notre porte, là, on a les trois charnières du bas de notre porte qui se rebarrent encore. Donc je vais essayer de les remettre... on va les remettre, on va refaire le même truc. Donc ouais, bon, on va réparer ça, on va les remettre tous. Et là, je les répare avec mes petits bouts d'allumettes. Là, de toute façon, il nous reste, je crois, 20 minutes de piste et après, on revient sur de la route. Ah, mais après, on repart sur de la piste. C'est ça le problème en Argentine, c'est que tu es toujours sur de la piste au bout d'un moment. On va continuer à surveiller, mais j'espère qu'elle va pas se rebarrer. Mais là, je vois qu'il y a des endroits, ouais, le trou, il s'est bien ouvert, quoi, avec les vibrations et tout. Donc bon, on finit de réparer ça. Et on prend la route, enfin, direction les Cuevas, parce que le vent, c'est presque terminé. Il y en a encore un peu, mais on n'est plus sur les 110 km/h. Donc allez, je finis ça et on reprend la route. On a ensuite repris la route en direction des Cuevas de las Manos. Sur le chemin, on a trouvé une station-service dans laquelle on a pu acheter 15 litres de diesel, juste assez pour être sûr d'atteindre la prochaine ville. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous soutenir et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!